Bonjour et bienvenue dans cette séance qui est dédiée à l'intelligence artificielle, donc avec l'utilisation de Python. L'objectif de ces séances, donc celle-ci et la prochaine séance, c'est pas un cours sur l'intelligence artificielle, mais c'est de montrer qu'on a la possibilité d'utiliser des bibliothèques spécialisées, donc en Python, notamment en intelligence artificielle par exemple. Donc, dans cette séance, on va voir une bibliothèque qui est très intéressante, qui s'appelle scikit-learn, qui nous permet d'avoir accès à un ensemble de modèles de machine learning et cela simplifie la tâche parce qu'on n'aura pas besoin de créer un modèle à partir de zéro. On utilise les modèles qui sont déjà prédéfinis, on les entraîne, puis on les évalue directement. Donc, pour illustrer scikit-learn dans cette séance, je vais l'appliquer sur une tâche d'apprentissage supervisé et une autre tâche d'apprentissage non supervisé. La prochaine séance va plus s'orienter sur l'utilisation de bibliothèques comme TensorFlow, Keras et PyTorch pour faire du deep learning. Donc, essayons de voir avec l'apprentissage supervisé. Donc, c'est quoi l'apprentissage supervisé exactement? Donc, l'apprentissage supervisé peut être défini comme une méthode d'entraînement d'un modèle avec des données étiquetées où l'algorithme apprend à associer des entrées à des sorties connues. Donc, pour faire de l'apprentissage supervisé, ici, on va utiliser une méthode qui s'appelle la classification et on va l'appliquer dans un jeu de données qui s'appelle Iris Dataset. Donc, c'est quoi la classification qui est une sous-branche de l'apprentissage supervisé? La classification peut être définie comme un problème d'apprentissage supervisé, bien sûr, où l'objectif est d'assigner une étiquette à chaque donnée en fonction des caractéristiques. Donc, l'étiquette ici représente des catégories. Donc, on a des classes. Si on prend l'exemple de Iris Dataset qu'on avait déjà vu lors de la présentation de Panda, donc Iris Dataset est composé d'un ensemble de fleurs. Et les étiquettes, c'est juste la classe d'appartenance de chaque fleur. Et on avait 3 classes. Donc notre objectif, c'est de créer un modèle capable de prendre en entrée une fleur et de donner sa classe parmi les 3. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on va importer un ensemble de fonctions notamment qui existent sur scikit-learn. Donc dans scikit-learn, on peut avoir plusieurs modules. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pour importer un module sur scikit-learn, on fait from sklearn, donc point dataset, si on veut avoir accès aux jeux de données qui sont disponibles sur scikit-learn. Parmi ces jeux de données, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est Iris. Donc on va faire load Iris. On a la possibilité d'avoir d'autres modules comme modèle selection qui nous permet d'avoir accès à Trend Test Split. Et Trend Test Split est une approche qui nous permet de diviser notre jeu de données en deux parties. Une partie train pour l'apprentissage et une partie test pour la validation. Pour accéder aux modèles qui sont disponibles sur scikit-learn, donc il y en a beaucoup, donc divisés en plusieurs modules, on peut prendre le module ensemble. Et dans ce module, il y a des modèles ensemblistes. Et parmi ces modèles, on a le Random Forest Classifier. Donc, c'est ce qu'on va utiliser dans cette partie. Et je vais expliquer un peu c'est quoi le Random Forest Classifier. On a aussi Metrics, qui est un module qui nous permet d'avoir accès à un ensemble de mesures, donc pour mesurer la performance des modèles, notamment avec l'accuracy, ou bien la matrice de confusion, qui nous permet implicitement de définir ou bien de calculer un ensemble de mesures, notamment on peut utiliser la matrice de confusion pour avoir la mesure de la précision, la mesure du recall, de l'accuracy même, ou bien du F1 score. On a aussi Matplotlib qui nous permet de faire de la visualisation. Donc, on exécute pour importer l'ensemble des fonctions. Donc, après avoir importé ces fonctions, on a besoin de charger notre jeu de données. Donc, load Iris, on le fait directement, c'est une fonction. Et dans Iris, il y a plusieurs clés. Donc, parmi ces clés, il y a data qui contient les caractéristiques, donc les features, et target qui contient les étiquettes. Donc, si on exécute, là, je peux essayer de visualiser. Donc, iris.case, par exemple. Donc là, on peut voir qu'on a un ensemble de clés. Data et target, c'est ce qui nous intéresse ici.
Donc, on peut essayer de voir ce qui, les features name, donc le nom des caractéristiques. Chaque fleur, quelles sont ses caractéristiques exactement. Donc, on a le sepal length en centimètres, le sepal width, le pétale length et le pétale width. Donc, chaque fleur est représentée par 4 informations, c'est-à-dire est décrite par 4 informations. C'est ce qui représente les features name. Donc, pour afficher le X, donc le X qui représente le iris data, iris point data, donc on peut faire X.shape parce que c'est un tableau NumPy. Donc on a 150 lignes et 4 colonnes. Donc 150 lignes pour dire qu'on a 150 fleurs et 4 colonnes pour dire qu'on a 4 variables. Et ces variables sont rien d'autre que le sepal length, le sepal width, le pétale length et le pétale width. Donc pour Y.shape, on a 150 uniquement. Pourquoi 150? Cela veut tout simplement dire qu'on a 150 fleurs ici si on regarde. Et chaque fleur, on doit avoir son étiquette, c'est-à-dire sa classe d'appartenance. Et vu qu'on a 150 étiquettes, donc logiquement, il y aura 150 étiquettes. Donc, après avoir chargé notre jeu de données, on peut diviser notre jeu de données en deux parties, train et test, en utilisant le train test split. On lui donne en entrée X et Y, donc qui représentent les caractéristiques et les étiquettes. On lui dit test size c'est égal à 0.3 pour dire 30%. Le 30% va représenter le test. Donc, on aura un jeu de données avec un split de 30% pour le test, donc 70% qui reste pour le train ou bien l'apprentissage. On a aussi le random state pour avoir le même split que moi. Donc, si vous utilisez 42, on aura le même split. Cette fonction va retourner un tuple, donc avec xtrain, xtest, ytrain et ytest. Donc, on peut l'exécuter. La ytrain, xtrain.shape, si on le fait, on a 105 fleurs sur le jeu de données d'apprentissage. Xtest.shape, si on le fait, on a 45 fleurs sur le jeu de données de test. Après avoir fait cette étape de chargement de données et de splitting, on va charger notre modèle, donc le Random Forest Classifier. D'abord, le Random Forest Classifier, c'est quoi exactement? Le Random Forest Classifier peut être défini comme un modèle d'apprentissage automatique qui combine plusieurs arbres de décision. Donc, un arbre de décision aussi, c'est un modèle. Le Random Forest en combine plusieurs pour faire des prédictions plus fiables et plus précises en réduisant le risque d'erreur et de surapprentissage. Donc, le fait de combiner plusieurs arbres de décision, raison pour laquelle on va parler méthode d'ensemble. Donc, si vous regardez bien, on l'a chargé dans le module ensemble. Donc, si on revient, comment on peut utiliser le Random Forest Classifier, qui est une classe ici. Donc, on fait entre parenthèses juste pour appeler le constructeur. Donc, si on regarde, par exemple, si on clique dessus, là, on peut voir le init qui nous permet de créer une instance de la classe Random Forest Classifier. Donc, le init prend un ensemble de paramètres qu'on peut ajuster. Vu que j'ai dit que ça regroupe plusieurs arbres, donc on a n estimators qui correspond au nombre d'arbres qu'on veut utiliser. Donc, ici, 100 par défaut. On peut modifier tout ce qui est critères, Gini qui est utilisé par défaut. Là, on parle d'arbres, donc on peut parler de profondeur de l'arbre, par exemple le max depth ici. On parlait aussi des feuilles, donc avec le min simple split, etc. Donc, suivant les besoins, on peut ajuster les paramètres du modèle. Donc, après avoir chargé notre modèle ici, donc on a la configuration qui est stockée dans le modèle. Vu qu'on est en apprentissage supervisé, on aura besoin de deux informations, donc les caractéristiques et les étiquettes. On va faire modèle.fit et le point fit, c'est pour entraîner le modèle. On lui donne le xtrain et le ytrain. Et si on exécute, là, on a fini l'apprentissage de notre modèle. Donc, ça n'a pas nécessité beaucoup d'efforts. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va prendre le modèle qui est entraîné sur Iris et on va faire des prédictions. Donc, on prend en entrée des fleurs et on donne la classe d'appartenance de ces fleurs. C'est ça l'objectif du modèle. Donc, on avait divisé notre jeu de données en deux parties. Une partie train donc, qui a été utilisée ici avec xtrain et ytrain. Maintenant, on va utiliser la partie test, notamment avec xtest.
Pour ce faire, on va utiliser la méthode predict. Donc predict qui prend en entrée uniquement le x-test. Et pourquoi uniquement le x-test? Parce qu'on donne en entrée uniquement des fleurs. C'est au modèle de nous donner la classe de ces fleurs. Donc on ne doit pas mettre le y. Et les résultats vont être stockés dans ypred, qui représente tout simplement la classe d'appartenance que le modèle a prédit. Donc si on exécute, on fait ypred, donc là vous voyez, il nous dit que la première fleur sur le jeu de données de test appartient à la classe 1, la deuxième fleur à la classe 0, la troisième fleur à la classe 2, etc. Donc on peut afficher ytest pour voir la différence, parce que ytest, il ne faut pas oublier que c'est là les bonnes classes, donc les classes qui doivent être prédites. C'est le grand trousse, la vérité terrain. Donc ypred, c'est ce que le modèle a prédit. Et là, vous pouvez regarder pour voir en termes de prédiction, est-ce que le modèle a bien prédit ou pas. Donc là, après avoir fini, on peut mesurer la performance suivant l'accuracy, par exemple. Donc on utilise accuracy score qu'on avait importé. On lui donne ytest et ypred, et plus l'accuracy est proche de 100%, plus on aura de meilleurs résultats. Donc là, si on exécute, donc on a précision de la classification qui est égale à 100%. Donc le modèle a bien prédit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'erreur lors de la prédiction sur le jeu de données de test. Et il suffit de voir ça pour comprendre qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc on a des éléments qui sont alignés, 1, 1, 0, 0, 2, 2, etc. Donc on peut faire des visualisations donc, pour avoir une représentation plus illustrative. Et pour ce faire, on utilise Matplotlib. Donc pour Matplotlib, j'avais montré matplotlib.subplots pour avoir plusieurs graphiques sur la même figure. Là, je vais utiliser une autre adresse qui s'appelle subplot uniquement, donc pas de S. Et à l'intérieur, je vais définir le nombre, c'est-à-dire le nombre de lignes qu'on aura dans notre figure. Ici, ça va correspondre au nombre de colonnes. Et là, le numéro du graphique qu'on doit représenter. Donc, j'aurai une figure qui contient deux graphiques, vu que la colonne c'est 2, et qui sont représentés en ligne, donc sur la même ligne ici. Donc, je fais plt.scatter, donc pour représenter les scatters. Je fais xtest, donc je vais essayer de faire une visualisation suivant les deux premières colonnes de notre jeu de données, parce qu'il ne faut pas oublier que notre jeu de données contient 4 colonnes. Donc, je prends tous les éléments, vu que je suis en NumPy, donc je prends tous les éléments sur les lignes, et je prends uniquement la première colonne qui est 0. Ça, c'est le X. Donc, en Y, je prends encore tous les éléments, donc toute la ligne, toutes les lignes, autant pour moi. Et le 1, c'est la deuxième colonne. Je mets C ou bien color, je lui dis colorie en fonction de Y, donc en fonction des classes. Cela veut dire que des fleurs de la même classe auront la même couleur. Et on peut mettre CMap. Donc CMap pour illustrer, juste pour définir, autant pour moi, la color map, donc appliquée aux données visuelles afin de représenter différentes valeurs ou classes. Donc ici, je prends Viridis. Donc on peut faire le title, xlabel, etc. ou bien ylabel aussi. Donc ça, c'est le premier graphique. Donc le premier graphique, c'est une représentation en coloriant suivant les vrais labels ou bien les vraies étiquettes. Le deuxième graphique, c'est la même chose, mais au lieu de colorier suivant les vraies étiquettes, on va colorier suivant les étiquettes que le modèle a fournies, donc les étiquettes de prédiction. Et là, c'est juste pour illustrer, afin de voir l'effet, est-ce que le modèle a bien prédit ou pas. Donc si on regarde, à gauche, on a une colorisation suivant les vrais labels. À droite, une colorisation suivant les labels prédits par le modèle. Et on voit bien que tout a été bien prédit. On peut avoir d'autres types de visualisation, par exemple pour la matrice de confusion. On utilise Confusion Matrix qu'on a importé dans Matrix. On lui donne X, Y test et Y pred.
Et après, on utilise Seaborn avec Headmap, on le passe le Confusion Matrix, et là, on a une visualisation beaucoup plus facile à lire. Donc, par défaut, on a notre matrice de confusion qui est là, et la sortie de Seaborn. Donc, la matrice de confusion, pour l'interpréter, il faut plus regarder sur la diagonale. Donc, si vous avez une matrice diagonale, comme ici, cela veut dire que le modèle a bien prédit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'erreur de prédiction. Si vous avez des valeurs qui se retrouvent hors de la diagonale, donc cela veut dire que c'est de mauvaises prédictions. Donc ici, on a trois classes, Setosa, Versicolor et Virginica. Et si on regarde bien, tout a été bien prédit. Donc après avoir compris un peu l'approche de la classification, essayons de voir la régression. Donc la régression, qui est une autre branche de l'apprentissage supervisé, qui vise à prédire une valeur continue à partir de variables d'entrée. Donc pour la classification, on avait parlé de classe ou bien de catégorie, mais ici on va parler de valeurs continues, c'est-à-dire les étiquettes sont des valeurs continues, pas des classes. Donc ici on va utiliser un jeu de données qui s'appelle le diabète et qui existe toujours dans scikit-learn, donc on l'importe avec l'autre diabète. On n'utilise plus le modèle de classification, donc random forest. Là, on va utiliser linear regression parce qu'on est en régression. Donc, si on exécute cette cellule, là, on importe diabète comme on l'a fait avec Iris Data, donc rien ne change. Donc, on peut exécuter. Et là, pour le Y shape, donc on peut essayer de voir, il y a combien? Il y a 442 éléments, donc lignes et 10 colonnes, donc 10 features. Donc, essayons de voir les features, c'est quoi exactement. Donc, si on met diabète, point, feature name. Donc là, on a pour les features, l'âge, sexe, BMI, etc. On en a 10. Donc, on peut essayer de voir aussi, par exemple là, je peux mettre diabète.case, comme on avait fait avec Iris. Et là, on a toutes les informations donc, possibles. Donc, vous pouvez utiliser description ici pour avoir plus d'informations sur le jeu de données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On peut afficher aussi notre variable, notre étiquette. Donc, il y en a 442, ce qui est logique. Et essayons de voir à l'intérieur de Y, il y a quoi exactement? Donc, on a des 151, 75, 141, 206, etc. Donc, qui ne représentent pas des catégories, mais des valeurs continues. Donc, après cette représentation, on peut faire encore un train test split. Donc, on applique juste cette cellule. Après avoir divisé notre jeu de données en deux parties, là, on va appeler notre linéaire régression, comme on avait fait avec le random forest classifier. Mais les paramètres peuvent changer. Donc, c'est une classe, donc il y a un constructeur. Là, vous pouvez voir les paramètres, vous pouvez défiler pour voir chaque paramètre, qu'est-ce que ça représente et comment on peut l'ajuster. Donc, si on applique le fit directement, donc on a fini d'apprendre notre modèle. Et là, on fait la même chose pour la prédiction sur le jeu de données de test. Si on l'applique, on aura des résultats sur YPRED. Mais il faut savoir que le YPRED ici, ce n'est pas des classes qui sont prédites, mais plutôt des valeurs continues. Donc, l'utilisation des méthodes comme l'accuracy ne serait pas forcément cohérente. Donc, mieux vaut utiliser d'autres techniques de validation sur le YPRED. Donc, parmi ces techniques, il y a d'abord le R2 score qui peut être utilisé, mais là, je vais montrer des méthodes de visualisation. Les Y-tests, c'est des valeurs continues, de même que les Y-pred, mais vu que le modèle tente de prédire des valeurs continues, donc plus l'écart entre les deux valeurs, c'est-à-dire la valeur réelle et la valeur prédite, plus l'écart est petit, donc on peut dire que le modèle a fait une bonne prédiction. Plus l'écart est grand, le modèle a fait une mauvaise prédiction. Donc on peut faire cette représentation graphique pour comparer, pour faire un peu la différence. Donc, suivant la première bisectrice ici, qui est représentée par la ligne en rouge, donc plus les points se rapprochent de la ligne de la première bisectrice, plus la prédiction elle est bonne, plus ça s'éloigne de la première bisectrice, plus la prédiction elle est mauvaise. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a sur les abscisses la progression réelle du diabète
et sur les ordonnées, la progression prédite du diabète. Donc, ce que le modèle a prédit et ce que le modèle devrait donner, donc ce qui est réel. Donc, si la valeur réelle est égale à la valeur prédite, donc on va se retrouver forcément sur la ligne, sur la première bisectrice. Sinon, on ne se retrouve pas sur la première bisectrice. Donc, plus on s'en rapproche, plus la prédiction, elle est bonne. Donc, on peut essayer de visualiser l'écart directement en utilisant aussi Matplotlib. Donc, comment on va faire? On peut prendre les features, donc on prend la partie 0 uniquement, donc le premier feature. Et à partir de là, on peut faire la visualisation pour voir l'écart. Par exemple, ici, si on fait la visualisation, on peut voir les bleus, donc c'est les valeurs réelles, ce qui devrait être prédit. Et en vert, c'est les valeurs prédites, donc ce que le modèle a donné. Donc vous voyez l'écart ici, donc plus l'écart est grand, plus la prédiction est mauvaise. Donc on peut voir tout à droite, un petit écart, donc cette prédiction, elle est bonne. Et pour les autres, on peut dire que les prédictions sont moins bonnes. Mais il faut comprendre, ici, on a fait la visualisation en se basant sur uniquement la première variable. Et le modèle contient 4 variables. Donc, pour résoudre ce problème de visualisation, on va voir une autre approche donc, dans l'apprentissage supervisé. Essayons d'explorer maintenant l'apprentissage supervisé après avoir donné une définition. C'est quoi l'apprentissage non supervisé autant pour moi? Donc là, je parle d'apprentissage supervisé, c'est du non supervisé qui va résoudre le problème. Donc, c'est quoi l'apprentissage non supervisé exactement? L'apprentissage non supervisé est une méthode d'entraînement où le modèle apprend à structurer les données sans étiquette ni supervision explicite. Donc, pour le superviser, on avait les données avec leurs étiquettes, mais ici, on a uniquement les données, donc il n'y a pas d'étiquette. Et il existe plusieurs approches donc dans l'apprentissage non supervisé. On a d'abord le clustering, donc on va essayer de faire le clustering. Et le clustering, c'est quoi exactement? Donc, c'est une technique dans le non supervisé qui regroupe des données similaires en différentes classes ou clusters, donc sans connaître les étiquettes à l'avance. Donc, on lui donne un ensemble de données et l'objectif, c'est qu'il nous crée des groupes avec des éléments dans le même groupe qui partagent des caractéristiques similaires, donc des groupes homogènes. Donc, pour ce faire, on va utiliser un algorithme qui s'appelle K-means et on va importer Iris, donc on utilise Iris pour faire le test. Ici, même si on importe le Y, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le X, parce qu'on a juste besoin des données. On n'a pas besoin des étiquettes. Donc, on peut exécuter la cellule. Donc, pour utiliser le K-means, on va aller dans scikit-learn, dans cluster. Donc, il y a K-means qui existe déjà. Et K-means est un algorithme qui prend en entrée le nombre de clusters ou bien de groupes qu'on veut former. Donc, ici, on veut former 3 groupes. Je triche un peu parce que je sais que Iris contient 3 groupes ou bien 3 classes. Donc, je lui dis, je veux créer 3 groupes. Après, j'applique le fit. Et à la fin, je récupère les labels, c'est-à-dire la catégorie de chaque fleur. Je peux récupérer aussi les centres de chaque groupe créé, donc les centroïdes. Donc ici, je peux exécuter, donc j'ai fini l'apprentissage. Et là, je peux faire la même chose donc pour une méthode de visualisation. Donc mon objectif, ça va être de visualiser, donc je peux utiliser Cplots, donc qu'on a déjà vu. Je peux visualiser, je crée une figure avec 2 graphiques. Le premier graphique qui est une visualisation avec une colorisation suivant les vrais labels, donc les Y, qui sont corrects. Et le deuxième graphique qui représente les clusters ou bien les groupes qui sont proposés par le K-means. Donc le K-means m'a créé des classes. Donc on va essayer de comparer ces 2 classes. Donc là, si on exécute, on peut voir, là, il ne faut pas se fier sur les couleurs, même si les couleurs sont différentes. Par exemple, pour la première structure tout à gauche, on n'a pas les mêmes couleurs. Mais les couleurs ne sont pas intéressantes dans cette partie. Ce qui intéresse, c'est est-ce qu'il a bien regroupé des éléments qui sont dans le même groupe, qui devraient être dans la même classe, donc à gauche. Est-ce que le K-means les a mis dans le même groupe? Donc ici, on peut voir voilà, plus ou moins de très bons résultats. Sauf que les 2 classes mélangées entre le vert ici et le jaune, donc il y a tout un problème pour lui qu'il détecte.
Et les croix représentent tout simplement les centres de chaque groupe créé. Donc, c'était ça pour le K-means. Après le K-means, on peut avoir ce qu'on appelle la réduction de dimension dans l'apprentissage non supervisé. Et la réduction de dimension, donc ça va être quoi exactement? Donc, cela permet de simplifier des données tout en préservant leur structure. Donc, l'objectif le plus souvent, c'est qu'on a un jeu de données avec plusieurs variables. Donc, si on utilise ce jeu de données avec plusieurs variables pour faire de la visualisation sur 2 dimensions, ce n'est quasiment impossible. C'est pas possible en quelque sorte. Parce que si on veut faire la visualisation sur 2D, on serait obligé de prendre par 2 variables, et le fait de considérer uniquement 2 variables, on perd de l'information. Donc, la visualisation n'est pas fiable. Donc, pour résoudre ce problème, on peut utiliser des méthodes de réduction de dimension, comme l'ACP, pour passer d'une dimensionnalité élevée à une dimensionnalité beaucoup plus réduite, tout en conservant l'information, le maximum d'informations possible. Donc, d'abord, on va utiliser l'ACP. Donc, c'est quoi exactement l'ACP? Donc, l'ACP, ou analyse en composantes principales, ou Principal Component Analysis, c'est une méthode de réduction de dimension qui transforme des variables corrélées en un ensemble de nouvelles variables indépendantes appelées composantes principales. Donc, l'ACP n'est pas uniquement pour la réduction de dimension, mais cela peut être utilisé dans des contextes beaucoup plus larges, parce qu'en fait, l'effet de corrélation qui peut exister entre les variables, on peut s'en passer après l'ACP. Donc, on l'importe avec Decomposition, donc PCA. On donne le nombre de composantes qu'on veut créer, donc 2. On fait fit transform, donc il y a fit ou bien fit transform. Fit transform nous permet d'apprendre l'ACP et en même temps de retourner le nouveau jeu de données qui va contenir que 2 colonnes, donc ces 2 composantes. Après, on peut afficher et colorier suivant les vrais labels, vu qu'on l'a appliqué sur Iris. Donc là, on n'a que 2 composantes, c'est plus logique de visualiser sur ces 2 composantes uniquement. Et là, on peut voir une très bonne représentation avec l'ACP. Et mieux vaut se fier sur cette représentation que de prendre uniquement 2 composantes de notre jeu de données de départ en laissant les 2 variables uniquement de notre jeu de données de départ, en laissant les autres variables. Donc là, on va perdre de l'information, alors qu'ici, on a une représentation plus fiable. On peut faire la même chose, une autre méthode de réduction de dimension avec le TSNE, qui veut dire T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding. Donc, il y a un algorithme de réduction de dimension aussi qui préserve les relations locales entre les points, donc pour une meilleure visualisation des structures complexes en basse dimension. Donc là, on va essayer de capturer des relations locales, donc qui va être préservée. On fait la même chose, donc on l'importe mais dans Manifold. Et après l'avoir appliqué, on peut visualiser pour voir, donc en termes de représentation. Donc on peut voir que les résultats ont un peu changé sur la visualisation, mais l'objectif pour le TSNE, c'est de conserver ces relations qui sont locales. Donc c'était tout pour ce qu'on peut faire en fait, l'utilisation des bibliothèques comme scikit-learn pour faire du machine learning de manière très simple, même si on n'a pas de connaissances très approfondies dans le domaine du machine learning, mais on peut les utiliser et au fur et à mesure ajuster nos modèles. Donc, la prochaine séance, on va essayer de voir le deep learning, donc notamment avec l'utilisation de TensorFlow, Keras et PyTorch. Donc, merci pour votre attention et à bientôt.